à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire économie circulaire et écologie industrielle territoriale, organisé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, en partenariat avec l'ADEME Île-de-France et BPI France. Donc nous aussi pour signaler que ce webinaire s'inscrit, se positionne à la fois, donc c'est un événement qui est labellisé Semaine de l'industrie et qui a aussi toute sa place dans la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc on voit bien que, notamment à travers ces deux, on va dire, formes de labellisation, on est sur un sujet qui croise vraiment à la fois le sujet bien sûr du développement économique, hein, de la compétitivité des entreprises et celui de la transition écologique. En effet, Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine, a parmi ces 4 axes stratégiques, à la fois la transition écologique, notamment avec un certain nombre de programmes cadres que je vais présenter rapidement, et bien sûr le développement économique. Donc là, précisément, ce sujet croise ces 2 orientations stratégiques prioritaires. En effet, Grand Paris Seine-et-Oise est engagé depuis plusieurs années sur le sujet de la transition écologique, avec notamment le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui a été voté en 2019, et puis un peu plus récemment, le plan climat air énergie territorial en 2020. Donc c'est vrai que, en tout cas, le territoire s'investit, se mobilise et met en place un ensemble de schémas et de cadres d'intervention, voilà, pour la communauté urbaine, pour nos partenaires et pour les entreprises. Plus largement aussi, d'un point de vue plus économique, nous avons d'ores et déjà plusieurs projets qui sont développés par des entreprises sur ces sujets-là, notamment avec des implantations, qu'il s'agisse de projets d'implantation sur tout ce qui est microméthanisateurs de biodéchets, des projets aussi sur tout ce qui est ferme solaire, hein, le photovoltaïque, et aussi la mutualisation justement de panneaux photovoltaïques entre plusieurs industriels du territoire pour à la fois aussi répondre à des problématiques de réduction de coûts de structure qui sont très importants pour des grandes entreprises. Bon, bien sûr, je ne cite que quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour vous indiquer aussi que le territoire et ses acteurs économiques sont déjà très, très impliqués et mobilisés sur ces sujets. On a aussi, il y a quelques années, d'ores et déjà, en tout cas, engagé ce sujet avec la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines, notamment sur la question de la mutualisation des flux de différentes natures et des déchets, de flux de matière sur nos zones d'activité économique, notamment celle de Limay-Porcheville, où se concentrent un certain nombre d'entreprises. Et on voit aussi que c'est une préoccupation, bien sûr, très, très importante des entreprises. Donc là, l'objectif de ces webinaires qui lance un petit peu les choses, c'est de passer, on va dire, de ces aspects de schéma cadre qui ont été votés, hein, par les élus, à vraiment une déclinaison auprès des entreprises, hein, et ce webinaire est un premier exemple. Et c'est vrai que cette question de l'économie circulaire, de l'écologie industrielle, territoriale, représente aussi pour les entreprises des contraintes, mais pas seulement. Et je pense que nos deux intervenants vont bien le montrer, des opportunités de gain de productivité et de compétitivité des entreprises, hein. Je pense que les entreprises, en 2020 et 2022 ne peuvent plus, je vais dire, être sur des questions d'efficacité sans aborder cette question de la transition écologique, de l'empreinte carbone. Et ce sont aussi des facteurs de productivité, de compétitivité. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir organiser, donc après cette première rencontre, de pouvoir aussi organiser sur 2022 vraiment une démarche un peu plus collective en animant des ateliers de synergie inter-entreprise pour de façon très concrète et notamment avec les dispositifs que nos 2 intervenants vont présenter, voir dans quelle mesure voilà, les entreprises peuvent mutualiser un certain nombre de matières, d'énergie, de services pour gagner en productivité. Voilà, donc ça sera en tout cas le programme et l'accompagnement qui sera proposé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur 2022 et en tout cas les équipes reviendront vers vous sur ces sujets. Donc je vais terminer, voilà, en tout cas ce bref propos introductif en remerciant donc nos 2 intervenants
Donc Grégory Fauveau, donc de l'ADEME Île-de-France, et aussi donc Madame Alicia Sorel de BPI France. Et en tout cas, ce webinaire a pour objectif, de façon très concrète, de, en tout cas, bon, rappeler les enjeux de ces deux sujets, mais aussi de donner des outils, d'apporter des outils donc d'accompagnement des entreprises à travers des diagnostics, à travers des plateformes qui doivent permettre et pourront permettre à vous en tant qu'entrepreneur de pouvoir en tout cas faciliter le développement de ces sujets et peut-être des solutions, de l'accompagnement, je pense que c'est aussi important, pour traiter ces problématiques. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très très bon webinaire et puis voilà, je vais passer passer le relais à Grégory Fauveau qui va démarrer la première partie de ce webinaire. Je vous remercie, je vous souhaite de très très bons échanges et puis bien sûr l'équipe et la direction du développement économique est totalement de la communauté urbaine est totalement à votre disposition en lien avec nos partenaires d'aujourd'hui. Je vous remercie, bon webinaire et bon échange. Merci en tout cas de m'avoir invité. Bonjour à tous, je suis Grégory Fauveau, je travaille à l'ADEME en direction régionale Île-de-France et je m'occupe du pôle économie circulaire et déchets au sein de l'ADEME. Alors, il m'a été demandé pendant ce moment de rappeler ce qu'est l'EIT et la manière dont vous pouvez le prendre en main, quel que soit le niveau. Alors, pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est en fait d'abord d'essayer de bien comprendre en quoi très concrètement ça concerne tout le monde, quel est le challenge et quel est le contexte. C'est pas pour poser les choses de manière trop vaporeuse, c'est vraiment pour cerner de manière concrète en quoi ça impacte très directement le secteur économique et les entreprises. On verra quelles sont les réponses possibles. L'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, c'en est une. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est un bon élément structurant. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout comment on le met en œuvre. C'est-à-dire par quels moyens, quelles ressources, comment vous pouvez être appuyé dans ces démarches et comment on peut tous collaborer pour atteindre des résultats performants pour l'activité économique et bien au-delà, vous allez le voir. Alors, en général, quand je commence des interventions, des présentations, j'utilise parfois des citations pour illustrer le contexte. Là, j'ai choisi une image que j'utilise aussi assez souvent. C'est juste pour rappeler en fait quelques éléments très concrets que la planète Terre, c'est un lieu fini, c'est physiquement fini, c'est-à-dire que l'ensemble des ressources qui sont consommées par tous et dont évidemment les entreprises, que ce soit des ressources matières, des ressources énergétiques, des surfaces de sol à cultiver, etc. Tout ça, c'est dans un élément fini. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de limite. À partir de là, il va falloir qu'on travaille avec cette notion de limite et de voir dans certains cas quelles en sont les contraintes ou quelles en sont les opportunités. Donc c'est important d'avoir ça en tête et d'autant plus important que quand on regarde l'évolution qui a eu lieu ces dernières 100-150 ans en la matière, c'est un point de préoccupation majeur. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est l'ensemble des ressources qui sont consommées dans le monde. Vous avez 4 types de ressources, des minerais non métalliques, du sable par exemple, des minerais métalliques, des combustibles fossiles, c'est le gaz, pétrole, charbon, la biomasse. Tout ça, ça consiste enfin en tout cas, ça regroupe l'ensemble des ressources que l'on est susceptible de consommer. Ce qu'on constate, c'est qu'au début du XXe siècle, 1900 à peu près, on était à 7 milliards de tonnes à peu près consommées dans le monde. À l'heure actuelle, on est à 90 milliards de tonnes. Vous voyez l'évolution fortement marquée et en progression. Globalement, dans le même temps, la population sur la planète est passée de à peu près 3,5 à 7 milliards et demi environ. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre l'évolution de la population et la consommation de ressources.
On est quasiment à un peu plus de x10, x11 pour les ressources et x2, 2,5 pour la population. Donc on est dans une surconsommation de ressources. Ce ne serait pas un problème si on était 3 millions sur la planète, on est 7,5 milliards, donc il y a des questions autour de l'accessibilité à l'ensemble de ces ressources. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Autre élément d'information, c'est l'accès de certaines de ces ressources auxquelles les entreprises peuvent être confrontées. Ce qu'on constate, c'est que globalement, les ressources ne sont pas réparties de manière homogène sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que vous avez des zones géographiques qui concentrent de manière extrêmement forte certaines des ressources ou certains des matériaux qui sont nécessaires à l'activité économique. Les terres rares en Chine, c'est 95% des terres rares sur la planète. Le titane, 42% se situe en Australie, par exemple. Donc, on voit que, au-delà de la question de la quantité, d'ailleurs, quand on dit terres rares, c'est un peu impropre parce que c'est pas si rare que ça. Il y en a de manière assez conséquente. Mais par contre, étant localisé, ça veut dire que d'un point de vue géopolitique, quand il y a des tensions, quand il y a des difficultés entre les États, bah, l'accessibilité à ces ressources peut se faire plus rare. Donc ça veut dire pour l'entreprise être dans une situation de fragilité. Donc ça nécessite de réfléchir à la manière dont elle utilise ses ressources, dont elle peut avoir accès à ces ressources, et éventuellement qu'elle modifie ses process industriels. Donc on est très clairement sur des questions d'activité et de modèle économique. Autre élément d'information, l'attention sur les ressources. Pour l'illustrer, vous avez vu que le prix de l'aluminium en un an a fait plus de 70% à peu près. On a une situation en Guinée qui est plutôt instable, c'est 25% des réserves, donc ça a fait référence à ce que j'évoquais juste avant. Vous avez eu un incendie d'usine de bauxite en Indonésie, par exemple, plus la reprise d'activité à l'issue du Covid, si tant est qu'on soit à la fin. Pour une entreprise, c'est un impact majeur dans son modèle économique. Le bois, vous avez vu également, je pense, ou constaté des délais d'approvisionnement qui ont été fortement augmentés, avec notamment une raison liée à une demande très forte au niveau des États-Unis et de la Chine, plus la reprise économique, et puis des activités économiques qui se sont plutôt orientées sur de l'usage du bois. Donc là aussi, une tension forte. Autre élément d'information, la question du recyclage. On peut se dire que c'est une solution, c'est évidemment une solution majeure. Comment on peut recycler l'ensemble des matériaux et les réinjecter dans la machine économique. Pensons bien qu'on ne sait pas tout recycler et on ne recycle pas tout à 100%. Le titane qu'on retrouve par exemple dans les peintures pour blanchir la peinture, c'est un titane qui est perdu, puisque j'ai encore jamais vu de machine qui allait gratter la peinture des anciens murs pour récupérer le titane. Puis vous avez plein de matières qui sont dispersées. Les plaquettes de frein, quand vous les utilisez, elles se réduisent. Cette matière-là, elle est perdue dans la nature, on ne sait pas la récupérer. Donc il y en a beaucoup comme ça. Donc le recyclage est indispensable, c'est pas la solution unique. Donc ça, ce sont aussi des éléments dont il faut tenir compte. Et un dernier élément, quand même pour rappeler et rapprocher le sujet de la question climatique, vous avez ici l'évolution des émissions de CO2 et la croissance économique associée en fonction des zones géographiques ou géopolitiques. Depuis le début de la révolution industrielle, 1870 à peu près, jusqu'aux années 2000. Donc on voit une croissance très forte des émissions de CO2. Pour rappel, dès qu'on a CO2, ça veut dire combustible fossile, gaz, pétrole, charbon, 15% également de déforestation. Donc à chaque fois, ce qu'on constate, c'est que vous avez une croissance économique, une croissance des émissions de CO2, et à chaque fois que vous avez des petites baisses sur le graphique, ce sont des zones, crise de 29, guerre, les chocs pétroliers des années 70.
Donc, il y a toujours eu une corrélation. Donc, on a un enjeu majeur également à décorréler ce qu'on pourra considérer comme une croissance économique et ces émissions de CO2 au regard des impacts climatiques associés. Avec ce constat, c'était pour vous faire entrer de plein pied sur le sujet de la ressource, des ressources limitées, et donc comment on fait pour comment sortir de cette fragilité en tant qu'entreprise. Ressources matières, mais aussi ressources énergétiques également, au regard de ce contexte. Donc ça, c'est posé. Maintenant, quelles sont les solutions possibles? Alors, un des axes de travail que l'on peut regarder, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Qu'est-ce que c'est? C'est, pour faire simple, comment localement on peut récupérer de la matière, de l'énergie, éventuellement de l'eau également, et éviter d'en faire venir d'ailleurs. Donc l'idée, pour faire simple, c'est souvent, on parle de les déchets d'une entreprise sont les matières premières d'une autre. C'est un peu réducteur, mais ça peut illustrer assez bien la chose. Le principe, c'est comment on peut, à partir de déchets, de coproduits, récupérer ça localement, donc éviter de faire circuler des camions à travers le territoire et qui viennent de loin, et pouvoir les réinjecter dans une autre entreprise. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Sur des questions d'énergie, par exemple, quand vous avez un data center, il y a une nécessité de refroidir l'ensemble des serveurs. Hop, désolé, j'ai eu un petit appel, je vais me mettre en déconnexion. Voilà. Donc vous devez refroidir les serveurs. Donc à partir du moment où on refroidit des serveurs, ça veut dire que ça génère de la chaleur. C'est comme le principe des frigos, je pense que là-dessus tout le monde est à peu près au clair. Et donc cette chaleur, ce qui est dommage, c'est de ne pas la récupérer, sinon elle est perdue. Donc il est possible de récupérer la chaleur, de la réinjecter dans un réseau de chaleur ou pour faire de l'eau chaude sanitaire. Par là même, ça évite une consommation d'énergie supplémentaire. Donc en fait, c'est éviter de gâcher. L'écologie industrielle et territoriale, c'est simplement éviter de gâcher, tout simplement. Sur d'autres sujets, parce qu'on parle de matière, mais ça peut être partager des équipements. J'ai eu l'occasion de rencontrer des entreprises qui achetaient ensemble des équipements de production et qui travaillaient, parce qu'elles n'en avaient pas besoin en continu, et qui, comme ça, pouvaient partager des temps d'usage de ces machines, et donc évitaient par là même de dépenser beaucoup trop d'argent dans l'achat des machines, et plutôt les partager. Ça peut être aussi des synergies autour de la mobilité. Par exemple, et je ne parle pas uniquement de covoiturage. On peut retrouver ça, ça c'est beaucoup plus classique, dans les restaurants interentreprises, dans des crèches qui sont mises à disposition des salariés sur des zones d'activité par exemple. Donc on peut retrouver ces synergies. L'écologie industrielle et territoriale a cette vocation de créer de la collaboration, mutualiser des outils, des méthodes, des approches, et éventuellement permettre la substitution entre de la matière vierge entrante peut-être parfois de loin et des matières qui finalement localement étaient produites. Donc on a de multiples intérêts à travailler sur ces sujets-là. Je précise également que quand on parle d'écologie industrielle et territoriale, on a tout de suite en tête l'idée que industriel, donc grosse industrie, donc moi en tant que PME, moi commerçant, ça ne me concerne pas. Ce serait une erreur. J'ai plutôt l'habitude de parler d'écologie territoriale, dans le sens où on peut travailler des synergies, des mutualisations entre tous les acteurs économiques et non économiques. Typiquement, avec des commerçants, des restaurants, des hôtels, on peut travailler des synergies et des mutualisations, même avec les clients, au travers de la consigne, par exemple, ou simplement parce que des artisans vont proposer leurs services à d'autres. Donc ça ne s'adresse pas uniquement à de la grosse industrie, je veux être très très clair là-dessus. Autre sujet
qui est très en lien et qui est un axe de travail, puisque là j'ai parlé d'aspect service, mobilité ou énergie. Si on prend l'exemple de la matière, il y a une quantité de matière qui est extrêmement conséquente. Vous avez souvent des problématiques autour des déchets, comment je gère mes déchets, etc. Il y a des réglementations qui s'appliquent. Vous êtes soumis à la réglementation 5 flux. Vous avez une extension vers les 7 flux, donc le bois, le plastique, les métaux, la question du plâtre qui arrive, le papier, le carton. Tous ces déchets, il faut les gérer. Ça peut coûter. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe au niveau des PME, on n'est pas tellement surpris, mais en tout cas, il y a une vision qui est très parfois limitée du vrai coût du déchet. Souvent, une entreprise imagine que le coût de son déchet, c'est le coût de la collecte et du traitement. Dans le meilleur des cas, elle a identifié peut-être le coût d'achat d'un compacteur ou d'une benne. Mais en fait, ça occulte une grande partie des coûts et l'essentiel des coûts liés aux déchets. Je m'explique. Si vous produisez un déchet, ça veut dire qu'à la base, c'est une matière première que vous avez achetée. Donc, dans l'ensemble du process, le coût de la matière première qui devient directement un déchet, il doit être intégré comme étant un coût de déchet. Puisque votre matière première qui devient directement un déchet, elle ne sert pas les produits que vous vendez. Elle n'est pas intégrée dedans. Donc, c'est un déchet. Le transport qui est lié à cette part de matière première qui devient directement du déchet et donc inutile dans le produit final, c'est également un coût, finalement, lié au déchet. Le temps passé par des salariés pour gérer du déchet, c'est le coût des déchets. Le foncier que vous utilisez, et en Île-de-France, c'est quelque chose qui est tout à fait prégnant, la question du coût du foncier. Le foncier qui est utilisé pour gérer du déchet, ça doit être intégré également dans ce coût de déchets. On peut intégrer également tous les éléments de process liés à l'activité et qui génèrent du déchet. Donc, le coût du déchet peut être extrêmement conséquent et souvent occulté. Donc, il y a une nécessité de vraiment se poser la question sur ces process industriels et la matière que l'on génère. Le fait de travailler en écologie industrielle et territoriale, ça fait se poser ces bonnes questions et ça fait trouver des solutions à cette problématique-là. En tout cas, ça peut, et c'est une des perspectives. Donc vraiment, c'est une approche qui est des plus intéressantes. Juste pour précision, le recyclage, en tout cas la valeur que vous pourriez récupérer sur des déchets, certains déchets ayant une valeur, d'après les études qu'on a pu mener au niveau de l'ADEME, ça ne couvre pas le coût total des déchets de toute façon. Donc en gros, vous ne vous récupérerez jamais sur du coût des déchets sur la vente du déchet lui-même. Alors quand on regarde cette approche écologie industrielle et territoriale, il y a plein d'avantages. Pour l'entreprise, pour le territoire, pour les acteurs qui contribuent. Alors déjà, il y a une notion d'ancrage territorial. Je crois que c'est extrêmement important de pouvoir tisser des liens sur un territoire entre les acteurs. Ça crée un socle, une assise solide dans le développement économique, mais pas uniquement dans le développement économique, c'est aussi une assise solide en termes d'emploi. Ça peut contribuer aussi à éviter par exemple des questions de turnover. Ça peut aussi permettre de construire des infrastructures qui vont fédérer ou être utiles à plusieurs. Donc il y a cette question de l'ancrage territorial qui me semble vraiment fondamentale, même si on l'occulte un peu souvent dans les propos autour de la transition. On parle de territoire, mais l'ancrage territorial me paraît essentiel. Ça peut être un développement de compétences, d'innovation. Pourquoi? Parce que en tant qu'entreprise, vous allez collaborer entre vous, vous allez échanger, vous enrichir et peut-être identifier de nouvelles opportunités. Des opportunités au travers de ces échanges, de ces mutualisations, mais pourquoi pas des opportunités aussi business
de collaboration qui dépasse le cadre simplement de l'écologie industrielle et territoriale. C'est évidemment un avantage autour de la consommation de ressources. Comme je vous le disais, si on est face à une augmentation du prix des matières premières qui vous impacte directement, alors qu'à côté de chez vous, vous avez une entreprise qui dispose de ces matières premières, ça peut vous sécuriser aussi autour de ça. En intégrant des acteurs qui sont dans le recyclage, le réemploi, par exemple, ou d'autres filières, ça peut aussi permettre de sécuriser ces aspects. Évidemment, ça renforce les liens de collaboration et je pense que c'est essentiel. Pour moi, la vision de l'économie, c'est comment on collabore ensemble. C'est parfois un questionnement qui est posé, mais la collaboration entre les acteurs, et pas que des acteurs économiques, mais également avec le territoire, c'est source d'innovation et c'est source de nouvelles propositions d'actions intéressantes. Et au-delà de ça, évidemment, c'est des questions d'attractivité du territoire, parce qu'on montre un territoire dynamique, des entreprises dynamiques. Ce sont des gains économiques, des gains autour des déchets, des gains autour de l'énergie, des gains autour de l'eau, par exemple. Ça peut être aussi des questions autour de la réputation, l'image, parce qu'il y a une reconnaissance de ce qui est fait localement. Et tout ça, ça peut se valoriser. On pourrait démultiplier les exemples là-dessus. Quelques éléments clés, et j'insiste là-dessus. L'EIT, c'est pas qu'un sujet technique. Évidemment, c'est aussi un sujet technique, parce que quand on discute, j'ai telle matière, comment ça peut s'insérer dans ton activité ou dans un process industriel, là on parle bien technique, mais c'est aussi et avant tout un sujet relationnel. J'ai pu voir d'autres expériences d'écologie industrielle et territoriale. Je vois le temps, là j'ai encore 4 minutes. J'ai pu voir ces retours d'expérience. Et par exemple, quand je regarde ce qui se passe du côté de La Rochelle, la personne et la structure qui a pris en main ce sujet-là, c'est quelqu'un qui fait du marketing. C'est pas quelqu'un qui travaille sur la transition écologique à la base, mais parce qu'il a cette capacité relationnelle, cette capacité à aller voir les acteurs sur le territoire, aller voir les entreprises, à les faire collaborer, etc. Donc c'est vraiment un sujet aussi relationnel, je voulais insister là-dessus. Et donc du coup, l'animation est essentielle. La coopération, c'est un moteur de réussite, et surtout, il y a une question de confiance. Alors la confiance, elle se gagne. Évidemment, quand on touche aux entreprises, il y a des questions de confidentialité, par exemple. C'est un sujet qui est pris en compte dans toutes les démarches d'écologie industrielle et territoriale. Mais la confiance peut s'installer au même titre qu'il y a des relations de confiance business. Quelques sujets connexes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais à partir du moment où vous touchez à ça, ça veut dire que vous pouvez entrer vraiment de plein pied dans des sujets de transition écologique autour de la prévention déchets, autour de la conception de vos produits, autour des nouveaux modèles économiques. Par exemple, ça peut être un positionnement sur le marché, vous traitez des questions d'emploi, etc. Donc ce sont vraiment des sujets intéressants. Sujets d'ailleurs sur lesquels, en grande partie, l'ADEME apporte des soutiens, on y reviendra. Et quand on parle de mise en œuvre, hein, et c'était le dernier point que je souhaitais aborder, il me reste 2-3 minutes, sachez qu'au niveau de l'ADEME, on apporte des financements autour des études. Strictement sur l'EIT, ce sont en général des études de préfiguration, faisabilité, enfin comment on s'organise et quelles sont les opportunités. Donc on est sur des taux d'aide qui sont plutôt intéressants. Mais quand on s'adresse à une entreprise, par exemple sur une problématique très spécifique, déchets ou autre, là aussi on a la possibilité d'accompagner sous forme d'études. Les animations de démarches sur les démarches de IT, on apporte un forfait par chargé de mission. Donc là aussi, ça permet d'ancrer cette démarche et de lui donner un visage. C'est essentiel.
Et puis après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on essaye de construire, au-delà du financement d'une étude ou de l'animation et éventuellement d'investissement, on essaye de construire des réseaux, des dynamiques qui vont aider l'ensemble des acteurs sur un territoire à avancer sur cette question. Et donc, il y a des réseaux régionaux, locaux, des institutionnels qui travaillent sur le sujet. Je pourrais y revenir plus tard. Pour ce qui est des candidatures, alors, sur l'EIT en tant que tel, on a déjà fait un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours et un certain nombre de territoires ont manifesté en tout cas leur intérêt là-dessus. L'année prochaine, on va continuer à travailler dessus. Pour ce qui est des entreprises en direct par rapport à leurs problématiques environnementales, je tiens à souligner qu'il y a la plateforme Agir pour la transition, qui est la plateforme dans laquelle on peut identifier l'intégralité des dispositifs de soutien de l'ADEME, ceux sur lesquels on souhaite candidater parce que le projet correspond à ce qui est proposé. Vous pouvez éventuellement poser des questions via l'interface, ça arrive directement aux ingénieurs en charge des sujets, et ça permet de déposer directement le dossier. Donc c'est une manière relativement simple de déposer les dossiers et d'accéder à l'ensemble des dispositifs de l'ADEME. J'en ai fini, j'avais 25 minutes, je suis à peu près dans les temps. Il y aurait eu beaucoup de choses à évoquer, mais je vais passer la parole à Alicia Sorel qui va présenter les dispositifs de la BPI. Je vous remercie. Merci beaucoup, Grégory. Enchantée à tous. Déjà, est-ce que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien avant que je me lance également dans la présentation? Oui, c'est bon. Parfait. Ben, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Donc moi, je suis Alicia Sorel. Je m'occupe donc de l'accompagnement des PME et des ETI franciliennes pour BPI France. Donc on va pouvoir peut-être passer à la slide suivante et vous dire en 2 mots, mais vous l'avez sans doute en tête, que BPI France, donc c'est la banque publique d'investissement. J'aime bien dire que concrètement, on est proche des entreprises puisqu'on est une société anonyme, on n'a pas de fonctionnaires chez nous, mais on est quand même détenu par l'État et la Caisse des dépôts. Et donc, à ce titre-là, on déploie un certain nombre de missions d'intérêt général, dont une de nos priorités majeures depuis bientôt 2 ans, qui est d'acter et d'aider les PME avec des outils pragmatiques à engager leur transition écologique, énergétique. Et donc, l'objet aujourd'hui de ma présentation, c'est de vous parler plus spécifiquement de 2 diagnostics donc qui visent justement à vous donner des outils très concrets, à vous accompagner dans le déploiement de cette démarche de transition, en l'occurrence le diagnostic Ecofleu et le diagnostic Décarbonation. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces 2 dispositifs, et je vous présenterai notamment des exemples de restitution pour que ce soit bien concret pour vous, je voudrais vous parler de notre plan climat qui est détaillé donc sur la slide suivante. Je vous l'indiquais, c'est notre priorité stratégique pour BPI France et concrètement, on va déployer dans les 5 années à venir 20 milliards d'euros de financement pour aider les PME, les ETI à s'engager sur ce sujet. Et on va le faire donc en tant qu'opérateur public via nos 3 grands cœurs de métier qui sont le financement, donc historiquement, et on l'est avant tout une banque. Donc tous les financements, notamment sous forme de prêts moyen-long terme. Là, vous voyez en l'occurrence sur cette présentation donc le prêt vert, qui est un prêt qui peut aller jusqu'à 10 ans au total, avec du différé de remboursement, avec une absence de garantie. Donc ça, c'est vraiment notre premier volet de financement, avec de l'investissement également, puisque c'est parfois peu connu, mais on représente quand même 30% de l'investissement en France en direct et en indirect. Et on a créé des fonds d'investissement qui viennent accélérer et prendre des parts au capital de sociétés, notamment spécialisées sur les secteurs de la transition énergétique. Et puis, avec le 3e cœur de métier de BPI France que je représente, qui est l'accompagnement. Et donc, l'accompagnement, aujourd'hui, c'est...
pour faire simple, du conseil, de la formation et de la mise en réseau. Et ça se concrétise par un certain nombre d'outils qui sont parfois des outils de formation purement digitaux, des outils comme le VTE vert que vous avez sous les yeux qui vous aident à embaucher un jeune qui porte en tant que chef de projet cette transition, des communautés, la communauté du coq vert qu'on est en train de constituer, où on identifie des sociétés qui sont des éclaireurs, qui ont des ambitions fortes sur leur transition, quel que soit leur secteur, leur filière. Des accélérateurs sur la décarbonation, par exemple. Donc, c'est des programmes assez poussés qui peuvent être intéressants si vous êtes sur un secteur énergivore. Et puis, surtout, ces deux diagnostics, le diagnostic écoflux et le diagnostic décarbonation, qui, eux, et c'est l'intérêt, sont proposés à toute société, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, quel que soit le secteur, et qui peuvent être obtenus, je vous le préciserai, en ligne de manière très simple et intuitive. Donc, pour commencer peut-être, sauf s'il y a des questions sur ce continuum d'accompagnement pour le volet plan climat, pour commencer donc sur le diagnostic écoflux, en fait, on a fait une étude très concrètement chez BPI France avec notre think tank en interne, en questionnant les dirigeants notamment de PME sur ce fameux sujet de la transition énergétique. Et en fait, plus de quasiment 90% nous ont dit, bah, bien sûr, on sait que c'est une priorité. Avant tout, on a même des dirigeants qui sont très convaincus, qui sont militants. Et à côté, on leur a posé la question, quel est votre top 3 des priorités en termes de plan stratégique? Et seulement 20% d'entre eux, malgré le fait qu'à 90%, ils sont convaincus par les sujets, intègrent cette transition en top priorité du plan stratégique. Donc, on a imaginé d'abord ce diagnostic écoflux, qui est un outil très pragmatique et qui vise avant tout, et si on peut juste passer à la slide suivante, voilà, pour qu'on voit bien la démarche de cette diagnostic, c'est avant tout déjà de considérer, puisque c'est souvent le premier facteur d'émission, le lieu d'activité de l'entreprise. Donc concrètement, on va envoyer chez vous un bureau d'études, donc un ingénieur qu'on a sélectionné en partenariat avec l'ADEME et qu'on a formé à la méthodologie du diagnostic écoflux en partenariat avec l'ADEME. On va l'envoyer pendant une demi-journée dans vos locaux. Que ce soit une usine, que ce soit un lieu accueillant du public, que ce soit simplement des locaux professionnels, que ce soit un restaurant, un hôtel, on a même fait des péniches. Et on va demander à cet ingénieur de faire un relevé en fait de votre consommation sur 4 grands flux. Le premier flux, ça va être votre consommation en eau, votre consommation en énergie, en matière aussi. Si vous avez des intrants, des matières premières, mais aussi si vous avez, par exemple, dans un hôtel, de la matière liée au petit déjeuner. Et on va regarder également la manière dont vous gérez ces déchets. Par suite de cette visite d'une demi-journée où l'ingénieur a relevé tout un tas de métriques et d'indicateurs, et au bout d'un mois seulement, on va vous proposer, et si on peut passer à la slide suivante, une évaluation donc détaillée de votre consommation avec une comparaison par rapport au secteur. Mais surtout, on va vous proposer très concrètement un plan d'action. Et là, vous en avez un sous les yeux. Donc, un plan d'action, c'est simplement généralement une liste d'une vingtaine d'actions très concrètes et pragmatiques à mettre en place pour réduire ces niveaux de consommation sur les 4 grands flux. Donc, je vous ai mis des exemples là, en l'occurrence, donc ça concernait une société qui avait une usine dans le domaine de la plasturgie, mais que je vous le mentionnais, on le fait aussi pour des sociétés de services. Donc, on va recommander, par exemple, donc ça c'est assez classique, de mettre en place un osmoseur pour les sanitaires de manière à récupérer l'eau sale. On va suggérer de mettre en place un logiciel qui permet de piloter la température de vos locaux parce qu'on s'est aperçu que la nuit, il fait 14 degrés alors qu'il pourrait faire tout à fait 12 degrés. On va vous suggérer de passer tous vos éclairages au LED. Voilà, tout un tas de choses comme ça, très pragmatiques. L'intérêt étant que nos ingénieurs ont aussi un réseau et donc le cas échéant en
assez objectifs, mais peuvent vous suggérer quelques fournisseurs. Et surtout, ils vont faire un autre travail, et ça, c'est vraiment important, et c'est l'approche de BPI France qui est spécifique, c'est qu'ils vont avoir une vision financière du projet. Nous, on souhaite vraiment que les PME voient la transition énergétique comme pas juste une contrainte, pas juste un enjeu réglementaire, mais comme deux choses, un moyen de se différencier en termes de valeur ajoutée. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le nouveau paysage concurrentiel, quel que soit votre secteur, il va être dicté par ces sujets de pragmatisme sur les questions de transition énergétique, de même qu'il y a 20 ans, il a été dicté par le digital, par l'international. Maintenant, c'est vraiment un critère majeur de sélection pour tous les consommateurs, pour tous les acheteurs. Et très concrètement, là-dessus, je peux vous dire, nous, on a l'habitude de travailler avec des PME. De manière très étonnante, depuis qu'on a lancé ces diagnostics, on est contacté par des grands groupes, par Orange, par L'Oréal, qui nous disent « Aidez-nous à acter la transition énergétique de nos PME, de nos fournisseurs, parce que demain, ce sera un critère majeur de sélection. » Donc, ce diagnostic EcoFlux, il permet ça d'avoir une approche pragmatique, de valoriser donc votre transition en termes de différenciation de valeur ajoutée, de marque employeur, parce que le fait de montrer à vos équipes que vous accueillez un ingénieur, que vous engagez sur ce sujet-là, et c'est des témoignages qu'on a, ça a un effet très fort sur la mobilisation des équipes. Et puis, dernier volet, on pense que ça peut vous permettre de faire concrètement des économies, de réduire vos charges d'exploitation. Et vous le voyez également sur ce tableau, c'est ce qu'évaluent nos consultants. Ils vont concrètement estimer le gain annuel et l'horizon temporel à partir duquel vous allez pouvoir bénéficier de ce gain-là en termes de réduction de charges d'exploitation. Et on ne s'arrête pas juste à l'évaluation de ce que ça vous fait gagner, on évalue aussi potentiellement quels investissements devront être réalisés et quels financements vous pourriez aller chercher, notamment parmi tous les financements de l'ADEME que Grégory évoquait. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et qui sont très riches. Et dernier point sur ce diagnostic EcoFlux, comme vous l'aurez compris, on a une approche de continuité sur l'accompagnement des PME dans cette transition. Cet accompagnement, ce plan d'action identifié, dans la mesure où il va générer un besoin d'investissement, nous, derrière, on va pouvoir le financer avec l'outil que je vous mentionnais, le fameux prêt vert, qui s'étale sur une durée très longue avec du différé de remboursement. Voilà, donc on peut passer effectivement à la slide suivante pour vous dire que, alors, la précédente, pardon, une fois que l'ingénieur est venu une demi-journée, une fois qu'il vous a rendu au bout d'un mois le plan d'action, on ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à vous accompagner dans le déploiement de ce plan d'action sur une durée au total d'1 an. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les dirigeants nous ont dit c'est bien les aides et de nous dire quoi faire, mais concrètement, nous, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources humaines c'est la dernière roue du carrosse. Donc, l'ingénieur qui vous aura prescrit ces recommandations, il va demeurer pendant 1 année au total une sorte de chef de projet externalisé qui régulièrement va revenir vers vous ou vers la personne en interne qui est en charge du déploiement de ces actions. Et à la fin de cette année totale d'accompagnement, il va faire une étude d'impact, il va voir s'il y a bien eu un retour sur investissement, un ROI. L'intérêt étant qu'en plus, si jamais, malgré ça, même malgré ce chef de projet externalisé, vous avez quand même des contraintes en termes de bande passante, en termes de ressources humaines qui peuvent s'occuper de ce suivi, je vous l'évoquais au début, on a créé ce qu'on appelle le volontariat territorial en entreprise vert, le VTE vert. Si vous connaissez le VIE à l'étranger, c'est la même chose. Et donc, c'est un dispositif, ce VTE vert, qui vous permet de recruter un jeune diplômé sur une durée d'1 an, en alternance, en CDD, en CDI, pour qu'il porte justement votre projet de transition. Et on sait que c'est un facteur d'attractivité très fort pour la jeune génération et que pour vous, il y a un enjeu pour attirer les talents en utilisant ce sujet-là dans vos PME.
Donc, ça peut également être couplé diag écoflux, par suite prêt vert et en complément un VTE vert qui porte le sujet en interne. Ça, c'est pour le diag écoflux. Et je vais terminer sur le diag décarbonation, qui est un peu le grand frère, qui est complémentaire, mais qui est aussi plus ambitieux. Vous connaissez sans doute donc la méthodologie qui a été inventée par l'ADEME, donc du bilan carbone. Elle fait partie donc de ce qu'on appelle les bilans GES, les bilans gaz à effet de serre. L'objectif étant de vous donner une visibilité à vous et aussi surtout à vos parties prenantes, vos investisseurs, vos financeurs, vos clients, vos prospects, de concrètement combien votre entreprise génère en termes de gaz à effet de serre. Donc en fait, quelle est son empreinte quelque part environnementale. Et l'idée, elle est très simple. Donc vous avez en tête, il y a 6 grands types de gaz à effet de serre. Le plus connu étant le CO2. Donc on a choisi celui-ci, le plus populaire. On s'est dit, on va déterminer des équivalents de conversion en CO2, de manière à ce qu'on ait un unique métrique, et on va pouvoir passer à la slide suivante, qui ressortent et qui, alors encore la suivante si possible, et qui soit claire pour tout le monde, c'est concrètement, voyez, la tonne de CO2 que votre entreprise génère. Et cette tonne de CO2, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la rapporter à votre niveau de chiffre d'affaires, on peut la rapporter au nombre de TP. Et par suite, on peut vous comparer aux autres sociétés du secteur et vous permettre d'avoir une stratégie qui puisse être suivie à partir d'un même indicateur dans le temps, année après année. Donc, c'est cette méthodologie qu'on met en place dans le cadre du diag décarbonation. On la met en place au niveau, et si on peut revenir à la slide précédente, au niveau des scopes 1, 2 et 3, puisque quelque part, tout dépend du périmètre qu'on considère pour évaluer cette empreinte. Et nous, on considère un périmètre qui soit large, qui est plus large d'ailleurs que la réglementation actuelle pour les sociétés qui font plus de 500 salariés. On va considérer déjà toutes les émissions qui sont concrètement émises sur votre site de production, sur votre site d'activité. On va considérer aussi les émissions indirectes. Par exemple, toutes les sociétés utilisent des ordinateurs, hébergent des données. Pour héberger ces données dans des data centers, il faut utiliser de l'énergie. Et donc, cette énergie également, elle consomme. C'est le scope 2, les émissions indirectes. Et puis, on va aussi regarder l'amont et l'aval que vous voyez sur ce schéma, qui est le scope 3. Donc, pour faire simple, tout ce qui est apporté dans votre entreprise, les déplacements domicile-travail, les flux de matières premières, etc. Et tout ce qui sort quelque part de votre entreprise, donc la logistique pour amener le produit ou le service au consommateur, l'utilisation même de votre produit, et puis toute la phase de recyclage et d'upcycling. Et donc, pour terminer, si on peut revenir à la slide précédente, celle d'avant encore, le diag décarbonation. C'est un diag, si vous pouvez revenir juste à la slide précédente. Encore, voilà. C'est un diag qui se passe en 3 temps, un peu comme le diagnostic écoflux où vous avez une évaluation de la consommation, un suivi du plan d'action et une évaluation du ROI. Le diag décarbonation, c'est pareil. Vous avez un bilan carbone évalué jusqu'au scope 3. Ensuite, vous avez un atelier avec vos équipes en interne où vous co-construisez le plan de transition, vous vous répartissez les tâches, qui fait quoi. Et dernier point, vous avez une valorisation en termes de communication. Là, concrètement, c'est des livrables, c'est des plaquettes, c'est des présentations qu'on fait pour vous, pour que vous puissiez dire à vos clients, à vos investisseurs, à vos financeurs, voilà, nous, on s'engage dans cette transition aux côtés de BPI France, aux côtés de l'ADEME, avec un plan d'action qui est défini. Voilà, et ces 2 dispositifs, pour finir sur le sujet et la dernière slide, ce sont des dispositifs qui sont subventionnés. Alors, les prix varient selon le nombre de TP que vous avez chez vous. Généralement, la barre, si je puis dire, se fait autour de 50, plus ou moins 50 ETP ou plus ou moins 250 ETP. Mais ce sont des dispositifs que vous pouvez demander en ligne. Si on peut mettre la dernière slide, je vous ai mis les sites internet.
et qui sont subventionnés à hauteur de 50%. Donc, pour les petites entreprises, on est sur des tarifs restant à charge de 2 000 € hors taxe ou 4 000 € hors taxe. Donc, c'est vraiment quand même des prix qui sont accessibles. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps. Je vous remercie pour votre écoute et je pense que Grégory et moi-même sommes à votre disposition pour toute question. Et j'en profite du coup pour répondre tout de suite à la question de Régis. Oui, les diagnostics que je vous ai évoqués sont bien disponibles au niveau national et même également pour l'outre-mer. J'ai une question sur concernant le minimum d'investissement requis ou un minimum pour les sollicitations à l'ADEME. Globalement, en dehors de quelques dispositifs type investissement d'avenir, on n'a pas de minimum. C'est-à-dire que quelle que soit la taille du projet, on regardera. Donc c'est pas la question ne se pose pas en ces termes. Il y a des dispositifs qui permettent de financer de gros projets. On a des dispositifs qui sont pour des projets de plus petite ampleur, mais qui peuvent être importants pour une PME. Et c'est plutôt en fonction de la maturité et du type de projet qu'on est susceptible peut-être de vous orienter vers des acteurs avec qui on travaille. Alors ça peut être par exemple BPI en fonction du besoin, mais ça peut être les chambres consulaires également avec qui on travaille beaucoup et qui proposent un certain nombre d'accompagnements, par ailleurs dans certains cas que l'on cofinance. Je lis les autres questions. Alors, de mon côté aussi, Grégory, il y a quelques questions. Pour ce qui est des diagnostics côté BPI France, je vous l'indiquais, on est sur une cible qui est très large. Donc, on n'a pas de minimum, par exemple, de chiffre d'affaires, de TP, ça va dépendre, mais on essaye aussi de faire preuve de flexibilité. Et pareil, en termes de nature juridique, en fait, on peut le proposer à des associations. Là, en l'occurrence, sur l'organisme de formation, je pense que c'est tout à fait possible. On le propose voilà, à des acteurs publics, donc c'est vraiment très large. À la question sur le regroupement des projets, qu'on en a plusieurs, alors, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que on a un dispositif qui s'appelle Tremplin, mais surtout on attend à partir de 2022 de voir quelle va être son évolution, qui permet justement à un acteur d'identifier un ensemble de projets et de faire une demande unique pour des projets tels que ceux qui sont évoqués là dans la question. C'est-à-dire petits projets, mais des solutions très pratico-pratiques. Donc ça, c'est un élément par rapport à ce dispositif spécifique, mais je ne peux pas trop m'avancer, je n'ai pas encore d'éléments sur son évolution pour 2022 et le contenu des actions proposées. De manière plus générale, par contre, on fonctionne par domaine et thème. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des projets pour lesquels il y a un dispositif ADEME qui est clairement identifié, on fera un dossier par sujet. Alors sachez tout de même que le principe de la plateforme Agir fait qu'à partir du moment où vous avez déjà déposé un dossier, il y a un certain nombre d'informations qui sont déjà préenregistrées, vous n'avez pas à tout retaper et reprendre. Alors, une autre question de Monsieur Louis Armand Viré. Est-ce qu'un CSE peut, entre guillemets, forcer son entreprise à faire tous ces diagnostics? Alors, j'aimerais bien, néanmoins, je ne pense pas. Nous, la manière dont on fonctionne, donc on a beaucoup de partenaires qui sont quelque part prescripteurs en fait de ces diagnostics. On aime bien faire les choses de manière assez souple et rapide chez BPI France. Donc, on ne va pas nécessairement engager et signer des conventions qui prendraient du temps. Par contre, ce qu'on propose souvent, si vous estimez que c'est quelque chose que vous souhaitez, par exemple, proposer à plusieurs filiales d'un groupe ou à un certain nombre de sociétés qui sont dans une filière. Moi, je discute beaucoup avec des fédérations professionnelles, par exemple. C'est que tout simplement, on va faire des actions de communication, de sensibilisation spécifiques auprès de ces cibles-là.
Donc, on va faire des actions de communication, on met nos 2 logos ensemble, on va organiser des webinaires dédiés, on va venir rencontrer les sociétés en direct, mais on a des grandes ambitions sur ces diagnostics, donc on privilégie, quoi qu'il arrive, un dépôt en ligne pour chaque entité. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des souscripteurs qui engagent une dynamique sur un secteur ou sur un groupe ou peu importe, c'est quelque chose qui est assez fort. Et après, pour sensibiliser vos équipes en interne, alors ça, on pourra en reparler au cas par cas, mais nous, aujourd'hui, chez BPI France, on a 55 implantations en France. Donc, c'est des personnes vraiment de proximité qui vont dans les entreprises et qui échangent avec elles sur les sujets financiers, sur les sujets d'investissement, sur les sujets d'accompagnement. Moi, c'est un quotidien de rencontrer des dirigeants d'entreprise. Et on a aussi depuis peu ce qu'on appelle des coordinateurs du plan climat. Donc, c'est pareil, c'est des gens de proximité qui sont dans les directions régionales et qui vont également dans les entreprises pour en partie sensibiliser des équipes. Donc, en Ile-de-France, on a eu quelques cas où notre coordinateur est allé dans les entreprises pour animer, par exemple, des fresques du climat. Si ça peut aider pour vous à convaincre des décisionnaires ou des équipes en interne de l'importance de ce sujet et de déployer des actions. Alors, une autre question sur les communes et les intercos. Alors, je vais être transparente. Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, je vais me renseigner et puis surtout, je vais vous inviter, je le remets dans le fil de la conversation, à me contacter par mail pour qu'on puisse échanger et préciser ce sujet-là. Juste côté ADEME, pour ce qui est des collectivités, enfin GPSCO les connaît bien, mais on a dans notre organisation non seulement la partie économie circulaire et déchets dont je m'occupe, mais on a aussi la partie ville et territoire durable avec donc ma collègue Valérie Jouvin et des animateurs territoriaux que vous pouvez contacter spécifiquement sur ces approches et ils sauront apporter les réponses ou vous aider à trouver les réponses qui seraient liées au sujet territoire, collectivité. Oui, il y avait une autre question concernant le groupement des projets. Est-ce qu'on peut procéder à des groupements de projets ou chaque entreprise doit le faire spécifiquement et individuellement? Alors, enfin, j'avais répondu à la question groupement, mais j'avais identifié plutôt une entreprise avec plusieurs projets. Si c'est plusieurs entreprises, par exemple dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale, ça reste ouvert. Si c'est un sujet type déchets, avec un investissement conjoint qui est éligible, ça peut être soit porté par une entreprise pour plusieurs, avec des accords entre elles, soit par plusieurs entreprises, auquel cas c'est une contractualisation avec multiples partenaires, donc c'est possible, c'est beaucoup moins courant très honnêtement. Après, si ce sont vraiment des projets très différents, on va scinder quand même pour avoir une approche thématique. Parfait, merci. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez répondu à toutes les questions de nos participants. Alors, attendez, il y a une dernière question. C'est la dernière question parce qu'après, le webinaire va toucher à sa fin. Plusieurs entreprises pour des projets de panneaux photovoltaïques, par exemple. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Alors, sauf erreur de ma part, bon, je m'avancerai pas trop, c'est moins mon domaine, mais sauf erreur de ma part, en tant qu'ADEME, on finance pas les panneaux photovoltaïques puisqu'il y a un tarif de reprise ou quelque chose comme ça. Mais au besoin, je peux mettre en relation la personne avec mes collègues au pôle transition énergétique qui pourront y répondre. Pour rebondir là-dessus, côté BPI France, nous, c'est quelque chose qu'on finance beaucoup, donc via le prêt vert que je vous mentionnais et via d'autres dispositifs. C'est parfois pas forcément connu, mais on est un des premiers financeurs de parcs solaires.
de France. Et donc, tout ce type d'équipement, on a aussi des solutions de financement long terme à des taux souvent bonifiés quand on est en partenariat avec le ministère ou ADEME. Donc, il ne faut pas hésiter également à nous solliciter sur ce sujet-là. Merci. Oui, on a oublié une question. C'est vrai qu'elle est passée dans le fil des questions. C'est Monsieur Diallo qui nous posait la question. Est-ce que les organismes de formation au métier du BTP peuvent être concernés par ces dispositifs d'accompagnement et d'aide? Et quel type de services peuvent-ils bénéficier? Alors, de mon côté, il me semblait y avoir répondu. Pour moi, oui, ces diagnostics peuvent être proposés à des organismes de formation, quel que soit le secteur. Et on a même validé un partenariat, alors je ne sais plus avec qui, pour que le diagnostic Ecoflux puisse être aussi considéré et opéré dans le cadre d'un chantier. Et avec tous les enjeux de déchets, etc., que ça engendre. Avec la Fédération française du bâtiment, c'est ça. On a négocié ça avec la Fédération française du bâtiment. On a pu, de notre côté, avoir des échanges avec des organismes qui font des formations, mais plutôt sous l'angle comment on sensibilise, on forme, on informe les acteurs autour des sujets de la transition. Donc par des financements d'outils, des MOOC, des choses comme ça. Par contre, pas pour que les organismes en tant que tels fassent des diagnostics, ou en tout cas pas vraiment dans ce sens-là. C'est moins notre cœur de métier de toute façon. Alors, il y avait une dernière question. Un dernier élément peut-être sur ce sujet-là, je ne l'ai pas évoqué, mais on a une plateforme en ligne qui s'appelle BPI France Université, où vous avez 400 formations e-learning qui sont entièrement gratuites. Et on a créé des parcours thématiques sur les sujets de la transition sur certains secteurs, et on l'a fait notamment dans le secteur du bâtiment, de l'immobilier. Donc, je vais vous remettre le lien du site internet en commentaire, mais ça peut être aussi une source de formation et d'inspiration pour vous. Et puis, je comprends que Alexandra, qu'on a raté la question d'Alexandra sur les sujets d'investissement côté BPI France. Donc nous, en fait, on investit principalement dans des sociétés qui proposent des solutions écologiques, notamment dans le domaine des écotechnologies. Donc typiquement des sociétés qui vont développer des systèmes de climatisation plus vertueux, voyez, des sociétés vraiment de ce type-là. Par contre, on n'investit pas dans des entreprises qui accompagnent elles-mêmes les sociétés dans leur transition, qui seraient des cabinets de conseil ou des bureaux d'études ou ce genre de choses. Si c'est bien votre question, ce n'est pas notre cœur de cible. On est vraiment sur des PME et des ETI qui produisent des choses concrètes. Je pense qu'il s'agissait plutôt d'un club d'entreprise qui peut accompagner une démarche mutualisée sur une zone d'activité, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors, on ne le fait pas non plus pour le coup. Pour le coup, côté ADEME, on est susceptible d'accompagner les clubs d'entreprise, associations d'entreprises, groupements, etc., dans leur démarche d'accompagnement. On peut financer, par exemple, du chargé de mission, de l'animation. On peut financer ces clubs également s'ils regroupent, en vue d'un investissement. Ça, c'est tout à fait possible, sachant que côté ADEME, on est sur le mode subvention. On n'est pas dans de l'investissement en fonds propres, etc. C'est vraiment de la subvention. Donc, s'il y a un investissement qui est nécessaire et qui entre dans le cadre de notre dispositif, on est susceptible de faire d'apporter cette subvention. Et on se positionne bien sur les deux niveaux, c'est-à-dire à la fois sur les offreurs de solutions, quels qu'ils soient, et donc par exemple les écotech, etc., cleantech, il y a un certain nombre d'acteurs avec qui on travaille là-dessus, comme le PEX par exemple, qui est un annuaire d'ailleurs des éco-entreprises. Et on travaille également avec les entreprises, je vais dire lambda, mais ce n'est pas du tout péjoratif, mais qui ne sont pas dans l'offre de solutions, mais qui souhaitent
trouver des solutions pour leurs problématiques internes. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Ce webinaire touche maintenant à sa fin. Je tenais à remercier l'ensemble des participants qui sont connectés et qui ont suivi ce webinaire. Bien évidemment, on remercie très fortement nos intervenants, Madame Sorel et Monsieur Fauveau. Vous serez prochainement destinataire par mail un petit peu du service après-vente de ce webinaire avec justement le lien vers le replay du webinaire puisque le replay sera prochainement disponible. Vous aurez également tous les liens ressources concernant tous les dispositifs qui ont été présentés et abordés lors de ce webinaire et aussi des pièces jointes avec les différentes plaquettes de nos partenaires. Voilà, la direction du développement économique reste à votre disposition pour toute question sur ce sujet ou d'autres, pour tout besoin complémentaire, via son adresse mail deveco@gpseo.fr. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et merci encore à nos deux intervenants pour ce webinaire très riche en informations. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Au revoir, merci.